que des camarades, hommes et femmes, ne baissent pas la tête. Nous devons amplifier ce mouvement. How dare you continue to look away? Vous avez vraiment voyagé dans la malle? Les maires des grandes villes exigent des mesures fortes pour stopper le raz-de-marée Airbnb. Pour par exemple, trouver que les gens puissent trouver des logements. Anecdote. Quand je cherchais un logement en région parisienne avec ma compagne, ma copine était allée dans un Airbnb pour visiter des appartements dans un endroit. Un Airbnb, et après on visite des appartements. Et le proprio du Airbnb avait dit, je cite, ouvrez les guillemets, ah c'est marrant, il y a beaucoup de monde qui a du mal à trouver un logement, j'ai un autre couple dans mon autre Airbnb qui cherche aussi. Il était à ça de comprendre une partie du problème. Il était vraiment à deux doigts, quoi. Voilà. Donc les maires des grandes villes exigent des mesures fortes pour stopper le raz-de-marée Airbnb. Am I the bad guy? Non, il en était pas là encore. Hein. Il en était pas là. Il était vraiment en mode, c'est bizarre, hein, tous ces gens dans mes Airbnb qui trouvent pas de logement. Une trentaine... Alors c'était l'article date de quand? C'est une dépêche AFP, pardon, j'ai pas mis la date ni l'auteur. DL avec AFP le 4, donc ça date d'hier. Voilà. Donc, des maires des grandes villes exigent des mesures fortes pour stopper le raz-de-marée Airbnb. Une trentaine d'élus de grandes villes demandent une véritable régulation des meublés de tourisme. Une trentaine d'élus donc demandent une véritable régulation des meublés de tourisme type Airbnb et à plus de pouvoir réglementaire aux maires des communes. Les 34 élus signataires, dont les maires de Lyon, Lille, Marseille et le premier adjoint de la ville de Paris, jugent dans une tribune que les arbitrages rendus par le gouvernement dans le projet de budget 2024 se traduisent par des dispositions timides et ils redoutent de nouveaux reports de mesures de régulation à l'approche des Jeux Olympiques d'été, évidemment. Autre anecdote, recherche de logement. On recherche un logement et il y a une personne qui dit « Ah, j'ai un appartement à Montreuil que je mets en location. » Donc très bien, on dit bah on est intéressé par cet appartement à Montreuil que vous mettez en location. Et on n'a pas de nouvelles, et 2-3 jours plus tard, la personne nous dit « Excusez-moi, en fait je ne mets plus cet appartement en location pour des contraintes, je cite, des contraintes liées aux Jeux Olympiques. » Comment ça, des contraintes liées aux Jeux Olympiques? On se demande ce que c'est ces contraintes liées aux Jeux Olympiques. Est-ce que ce serait pas des nuits à 250 € pour accueillir des touristes américains? Peut-être. La périphrase, ouais. Il y en a, ils ont un petit peu honte, quoi. La moula contraignante. Ouais. On va t'exproprier, mon gars, c'est ça. Ils jugent dans une tribune que les arbitrages sont trop timides, qu'il n'y a pas assez de mesures contre les Airbnb. Près d'1 million de meublés de tourisme se sont substitués à des logements classiques. 1 million de meublés. Un meublé touristique rapporte 2,5 à 3 fois plus qu'une location classique, écrivent-ils, rappelant que la tendance n'épargne pas les territoires périurbains. Les élus jugent par ailleurs trop généreux le plafonnement à 120 jours par an de la durée maximale, durant laquelle une résidence principale peut être louée comme un meublé de tourisme, citant les 30 jours à Amsterdam et les 31 à Barcelone. Donc évidemment, 120 jours c'est énorme, et puis en plus c'est que la résidence principale. Donc pas la résidence secondaire. Aujourd'hui, les collectivités qui mettent en place des dispositifs de régulation sont systématiquement attaquées en justice parce que, évidemment, Airbnb, bah, c'est une grosse machine, ils ont les moyens, évidemment. Souligne France Urbaine qui réclame des moyens juridiques, financiers et humains. Une proposition de loi transpartisane visant à réduire le taux de 71%. Attendez, comment ça, ils ont 71% d'abattement fiscal sur les revenus dont bénéficient les meublés touristiques? Comment ça, ils ont 71%? Comment ça? Mais en plus, c'est pas un... Ah, pourquoi? Et à soumettre les biens loués à des obligations de rénovation énergétique et discuté ce lundi à l'Assemblée nationale. Moi, j'aimerais bien avoir 71% d'abattement fiscal, hein. Excusez-moi, ce serait sympa. En quel honneur? Bah, je suppose que c'est... comme dit Avrost, c'est que le tourisme, c'est
ça fait gagner de la thune à la France. C'est une part importante de notre PIB. Hein. Vous savez qu'on est le premier pays au monde en termes de nombre de touristes. Et donc c'est une grosse manne financière. Donc, pour inciter les gens à faire du tourisme, on donne des avantages fiscaux aux personnes qui travaillent dans le tourisme. À Bordeaux, il est interdit de faire de la location saisonnière si ce n'est pas son logement principal. Ça a réussi à rester, ça, parce que comme c'est attaqué en justice souvent. Et à soumettre les biens loués à des obligations de rénovation énergétique et discuter ce lundi à l'Assemblée nationale. Moi, je pense qu'il faudrait faire une loi pour limiter à 2 le nombre de logements que les gens peuvent posséder. Voilà, à 2. Alors, si j'étais... voilà, je pourrais même dire 1, mais on va dire 2. Ah, vous pouvez avoir un logement en plus. Là, pour moi, ça c'est centre-gauche, quoi. Voilà. C'est parce que... un appart plus un garage. Bon, après, les garages, c'est moins gênant. Enfin, il y a moins de questions morales sur le fait d'avoir des garages. Question éthique par rapport à la crise du logement. Mais disons que... disons, alors 2, voilà. Parce que... déjà, il y a une hyper-concentration des propriétaires. Il y en a qui ont des dizaines d'appartements. Si tu fais cette limite, les gens vont créer des sociétés. Oui, non, mais les gens les riches trouveront toujours des moyens de contourner les limites, mais au moins ça va limiter un peu, quoi. J'aimerais bien avoir un appart et pas mettre 800 balles par la fenêtre tous les mois. Oui, voilà, ça se comprend aussi. Mais bon. Je veux dire, si on a moins de logements, on a tendance à moins les utiliser pour faire tout et n'importe quoi, comme par exemple acheter des studios qui auraient pu servir à des gens, les repeindre avec une déco Ikea dégueulasse, et mettre des fleurs dans un pot et les louer comme Airbnb. À Bordeaux, c'est insane, c'est plus facile d'acheter que de louer, ça n'a aucun sens. Ah ouais. Oui, il paraît que Bordeaux, c'est compliqué. Mais même à Lyon, hein, entre le moment où je suis arrivé à Lyon en 2012 et le moment où j'en suis parti, c'était plus du tout pareil pour trouver un appartement, c'était vraiment beaucoup plus compliqué, quoi. En 2011-2012, pour le coup, c'était relativement simple de trouver un appart en ville, à Lyon. Et quand je suis parti, il y a des gens qui allaient bien loin de Lyon pour pouvoir se loger, pour pouvoir travailler, quoi. Donc, pour France urbaine, le texte doit comporter des mesures fortes et claires, notamment sur le changement de destination, la consolidation juridique des règles de compensation ou l'expérimentation de quotas. Dans la future décentralisation annoncée de la politique du logement, les élus des grandes villes réclament aussi des pouvoirs réglementaires. Ça, c'est pas mal, en fait, de donner des pouvoirs réglementaires aux élus des grandes villes. Après, en fait, si vous êtes dans une ville de droite où il y a des mecs qui sont sous la coupe des lobbies du logement, la ville, elle aura une politique du logement dégueulasse. Et si c'est une ville de gauche, la politique du logement, elle sera réglementée. Donc, faut qu'il y ait des pouvoirs réglementaires, mais il faut faire un peu comme le code du travail, pour que la réglementation puisse aller vers le mieux par rapport à la loi. Et pas qu'on puisse faire du moins bien par rapport à la loi. Pour qu'il n'y ait pas un maire de droite qui se dise « Allez go, on va totalement déréguler le marché du logement, quoi. » L'encadrement des loyers, du marché foncier, la surtaxation des logements vides ou le droit de préemption renforcé. Le droit de préemption renforcé, j'aime bien le son de ça, là. Surtaxation des logements vides aussi, j'aime bien. C'est pas mal. Alors... C'est une plaie les grandes villes, mais en petite ville, on voit souvent des propriétaires ouvriers avec 3 studios. Ouais, des mecs qui rachètent des corps de ferme aussi et qui font 15 logements dedans, même à la campagne, et donc des logements qui sont pas de très bonne qualité au final. Mais après, c'est vrai que des gens à la retraite qui ont acheté un truc et qui ont une location, il y en a pas mal. Mais le problème principal, c'est pas ça. Le problème principal, c'est la multipropriété, c'est Airbnb, c'est le prix des loyers. C'est le fait qu'ils aient 71% de réduction d'impôts en louant des Airbnb. Voilà. Juste retour à la loi de 47, tu as un logement vide 2 ans, l'État règle le souci et loge ses fonctionnaires. Effectivement, puis il y a aussi la politique du logement qui est axée sur la construction et pas sur les logements vides, les rénovations. Alors les rénovations, ils s'y mettent un peu maintenant. Mais effectivement, les logements vides, c'est un problème qui est pointé du doigt par la gauche depuis longtemps et il n'y a pas grand-chose qui est fait. Donc il y a le rapport d'Oxfam, hein, on parle de lobbying là dans Libération.
Crise du logement de Cécile Duflot à LR. Airbnb fait l'unanimité contre lui. Alors même LR, on va voir. Hein. Mais peut-être pas les... Peut-être pas les... Comment? Peut-être pas les macronistes, j'allais dire. La régulation d'Airbnb fait l'objet d'une offensive parlementaire, mais la plateforme américaine se défend par un intense travail de lobbying, dénonce un rapport d'Oxfam qui paraît ce lundi. En plus, Airbnb, c'est moins bien qu'avant. Hein. Alors moi, quand j'étais dans ma prime jeunesse, j'utilisais un peu Airbnb, parce que c'était vraiment pas cher à l'époque, mais au début d'Airbnb, c'était plutôt souvent chez des gens. Il n'y avait pas encore cette espèce d'industrialisation du truc, avec des gens qui avaient plusieurs Airbnb, où tu voyais pas la personne directement. Maintenant, j'essaie d'aller à l'hôtel dès que possible. Et je trouve que... En termes de prix, Airbnb, ça a vraiment moins d'avantages ça a de moins en moins d'avantages par rapport aux hôtels, ça reste moins cher. Mais en fait, si vous vous retrouvez dans un logement où vous voyez personne, il n'y a pas de petit-déj inclus, il n'y a pas de... etc., etc., ça devient de moins en moins avantageux en plus. Donc s'ils continuent à augmenter les taxes dessus, peut-être que ça peut être encore pire. Booking, c'est moins cher que Airbnb. Après, quand t'es plusieurs, le prix du Airbnb est meilleur. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Maintenant, Airbnb, c'est des hôtels cachés. Oui, c'est ça. Bah, surtout, en fait, si vous allez dans un Airbnb, que les personnes qui font le ménage, c'est pas le propriétaire, qu'il y a une boîte à clés, c'est juste que c'est un hôtel, mais en moins bien, parce qu'il y a moins de services, parce que c'est pas des gens qui ont fait d'école hôtelière et qui sont formés au service des gens, quoi. Et donc, le service est moins bien, mais vous avez un genre d'hôtel, quoi. Et vous payez des frais de ménage, Voilà, les gîtes. Ah oui, les gîtes. Dans la droite, il y a aussi des propriétaires d'hôtels et des produits touristes qui n'avaient pas cette concurrence. Bah oui, en même temps, c'est logique, enfin... Je peux te dire, je fais du meublé de tourisme juste parce que t'as un appart, quoi. Littéralement. Et puis si t'as le moindre problème, les gens sont en contact avec la plateforme Airbnb... T'as qu'à faire le ménage toi-même, tu payeras pas les frais de ménage. Ça dépend, en fait. Moi, je laisse l'endroit propre, évidemment, je vais pas laisser tout l'endroit dégueulasse, hein. C'est-à-dire même à l'hôtel, un petit peu, question de respect. Mais parfois, il faut quand même payer les frais de ménage, hein, peu importe. Donc c'est Eve Seftel pour Libération. Les sujets de concorde dans la classe politique sont suffisamment rares pour ne pas relever l'union sacrée contre Airbnb en cet automne. La plateforme américaine, dont la France est le deuxième marché mondial, en même temps c'est un peu logique vu qu'on est le premier pays touristique au monde, est devenue le symbole de ces meublés de tourisme qui contribuent à la crise du logement partout sur le territoire, même si elle en partage la responsabilité avec d'autres acteurs comme Booking. Bah, en plus, j'ajoute aussi que c'est totalement une espèce de destruction de quartiers historiques, où en fait c'est des espèces de Disneyland où il n'y a plus que des Airbnb, certains immeubles qui sont dans des quartiers qui sont plutôt jolis, bah, typiquement le Vieux-Lyon ou les Pentes à Lyon, il y a certains immeubles où c'est uniquement des Airbnb, mais en fait pour une question de vie de quartier, ça devient absolument absurde. Et donc les quelques personnes qui restent dans les immeubles se retrouvent avec un immeuble rempli d'Airbnb, où il y a que des gens qui passent et qui changent tout le temps. Et ça devient une espèce de truc un peu en toc, quoi, ces centres où il y a plus de vie de quartier, il y a plus d'habitants à l'année. C'est absolument... Bah, comme Lisbonne, c'est particulièrement vénère, ouais. Au Sénat, dominé par la droite, le communiste Yann Brossa. Alors Yann Brossa qui est adjoint à la mairie de Paris, qui est vraiment très actif sur les questions de logement et sur les questions du Airbnb, pour le coup. Ça, on peut pas dire qu'il a pas fait du taf là-dessus. Hein. Yann Brossa, il a été pas mal engagé sur les questions du logement avec quelques mesures intéressantes. Il a fait adopter coup sur coup 2 amendements au projet de loi de finances pour 2024. Le premier met fin à la niche fiscale Airbnb qui autorisait... Ah, ils l'ont enlevé. Qui autorisait un particulier à déduire jusqu'à 71% de ses revenus. Désormais, on payera autant d'impôts si on loue en Airbnb qu'en location classique. Et la réduction fiscale ne pourra excéder 30%, explique le sénateur communiste. Bon, déjà, c'était absolument un scandale qu'il y ait la possibilité simplement d'avoir 71% de déduction d'impôts parce que t'as un Airbnb. Le second assujetti à la TVA les meublés de tourisme qui en étaient exonérés à la différence des hôtels. Ah mais vraiment concurrence déloyale, quoi. Alors, vous imaginez, vous êtes hôtelier, donc vous devez construire spécifiquement un hôtel, vous avez des normes de sécurité spécifiques, vous avez des demandes spécifiques, des sanitaires, des machins, des trucs, du personnel, vous devez former les gens, nanana, et le mec il dit, ouais moi j'achète un immeuble d'Airbnb. Le gars il paye moins d'impôts, et en plus, il a pas de TVA. Bah évidemment les propriétaires d'hôtels ils sont pas très jouasses, quoi. Et donc ça explique aussi pourquoi la droite va voter ces amendements là, forcément.
Parce que bon, des propriétaires d'hôtels de gauche, je pense pas qu'il y en ait des masses, quoi. Seulement le gouvernement peut-il continuer à faire fi de s'exprimer les sénateurs LR et les élus locaux et s'afficher ouvertement comme le relais du lobby Airbnb, s'interroge celui qui fut comme adjoint au gouvernement le fer de lance de la régulation de la plateforme dans la capitale. Il y a 10 ans c'était un combat parisien, mais aujourd'hui cela touche tous les territoires et c'est devenu transpartisan, ajoute Brossa. Le tournant date du Covid. Jusque-là, les plateformes de location de courte durée étaient surtout implantées dans les grandes métropoles, Paris en tête, mais le confinement leur donne l'occasion de prendre pied en région. Voilà, en région, hein, en province, dans les territoires, hein, comme on dit nous les vrais Parisiens, bien sûr. Notamment dans les zones littorales, rurales et montagnardes prisées par les touristes. En 2022, la France comptait 131 millions de nuitées en meublé de tourisme, ce qui en fait le premier marché européen avec un quart du total. Je sais pas si vous vous rendez compte, on a un quart de toutes les nuitées Airbnb d'Europe. On a presque autant de nuitées Airbnb que de ronds-points, quoi. Or, Airbnb et consorts sont accusés d'exacerber la crise du logement, en vidant de leurs habitants les villes littorales les plus touristiques, mais aussi de gentrifier les quartiers centraux des grandes métropoles, tout en enrichissant considérablement les investisseurs propriétaires de logements mis en location. Voilà, la gentrification aussi... Alors, je sais pas si c'est le terme, dans le sens où c'est pas des installations définitives, la Disneylandisation des quartiers centraux des grandes métropoles. Le fait que les quartiers, ce soit uniquement des quartiers à touristes, qu'on puisse pas par exemple faire des courses pour pas cher, qu'il y ait que des magasins de souvenirs, qu'il n'y ait pas de vrais magasins. Oh là là, Pilou Crapou. J'ai changé l'alerte de raid. Merci Pilou Crapou pour le raid, bienvenue. Les raiders et les raiders. Voilà. Qu'on puisse pas y vivre. Ouais, que ce soit des gens uniquement, que ce soit des endroits uniquement pour le tourisme, mais pas pour y vivre. Voilà, donc je propose de développer le terme de Disneylandisation, qui est pas vraiment de la gentrification, parce que gentrification c'est une classe sociale plus aisée qui s'installe dans un quartier qui le transforme à son image. Là c'est pas ça, c'est une transformation. Pour toi, de gentrification, c'est juste transformation du quartier? Ou alors c'est une sous-catégorie de la gentrification à ce moment-là? On peut le dire comme ça. La Disneylandisation. Il y a une vidéo de Télécrayon à ce sujet cette semaine. Ah, peut-être. Il n'a pas le terme muséification déjà? Ah, peut-être. Ça existe en géo. Ah mince, bon, je pensais inventer des trucs. La parc d'attractisation. Après, le fait que les LR soutiennent, merci Yara, que les LR soutiennent la limitation de Airbnb, ça peut aussi inciter le gouvernement à accepter de voter le truc parce qu'ils ont besoin des LR. Le sujet s'est aussi invité à l'Assemblée nationale où une proposition de loi transpartisane a été adoptée mercredi à une large majorité en commission des affaires économiques. Ah bah tu vois, même la députée LREM Anaïg Lemeur dans le Finistère et le socialiste Iñaki Echanis Pyrénées-Atlantiques, un Basque et une Bretonne, évidemment c'est pas un hasard vu que le Pays Basque et la Bretagne c'est deux régions qui sont particulièrement touchées par le problème du logement touristique. Donc c'est logique que ce soit ces deux députés-là qui portent cette loi. Elle devait être examinée ce mercredi 6 décembre et elle devrait être examinée donc demain. Et a de bonnes chances d'être adoptée car c'est un texte mesuré et équilibré, même si Bercy essaye de nous mettre en difficulté sur l'article 3 qui concerne la fiscalité. Évidemment, qui est là pour essayer de foutre la merde? C'est Bruno Le Maire. Bruno Le Maire, il est là pour nous la mettre à l'envers. Bruno Le Maire. Dès qu'il y a un problème, dès qu'il y a un truc qui est adopté... il y a toujours Bruno Le Maire, bien sûr, qui est là derrière. Hein. Je rappelle, hein, Bruno Le Maire, hein, c'est quand même probablement parmi les plus libéraux du gouvernement. Hein. Dès qu'il y a des questions de rajouter des taxes ou mettre des dépenses, il va dire non. Voilà. Et par contre, sinon, il va demander aux gens, hein, bien sûr. L'une des pires merdes, disons-le. Non, attention. Ici, alors, je rappelle, hein, bien sûr, le ton ici de cette matinale. Ici, on est dans la politesse. On n'est pas dans la critique facile, dans la critique gratuite. On n'est pas dans la moquerie. Voilà. Et donc, je vous demanderai, s'il vous plaît, d'avoir un petit peu de respect pour ce trou de balle de Bruno Le Maire. Alors, l'article 3. Donc, Bruno Le Maire essaye de mettre en difficulté quand même les députés, même si c'est porté par un député LREM. Hein.
la fameuse aile gauche de la Macronie, hein. Pour le coup, qui fait des trucs plutôt de gauche, hein, voilà. Comme quoi ça arrive. Alors, est-ce que ça veut dire qu'ils sont de gauche? On va pas aller jusque-là, évidemment. Mais en tout cas, c'est porté quand même par LREM et par le PS, et ça a été adopté. Ça fait consensus politiquement à l'Assemblée. Et c'est plutôt rare. C'est plutôt rare. Il faut le souligner. Mais est-ce que ça va passer? Est-ce que le gouvernement va laisser faire ça? Voilà. Le gouvernement qui est quand même plus de droite qu'une partie de ses députés, hein. Faut pas l'oublier. L'aile moins de droite de la Macronie. Est-il normal que le logement soit devenu un outil d'optimisation fiscale et de rendement maximal? Est-il normal que des locataires en règle soient mis hors de leur logement pour qu'ils soient transformés en meublés de tourisme? S'est interrogé en commission le député socialiste Philan Lanafor. Est-il, on dirait une contrepétrie, mais en fait ce n'en est pas une. Est-il normal que les soignants ou des employés territoriaux dorment dans leur voiture ou au camping entre juin et septembre? Que des jeunes et moins jeunes ne peuvent plus vivre là où ils ont grandi car la spéculation immobilière a fait exploser les prix et transforme nos villes et villages en résidences de vacances? Non, c'est pas l'aile gauche, c'est l'aile moins droite. On l'appelait comme ça. C'est plus cohérent politiquement. Hein. Parmi les 12 articles de la PPL, le principal fait droit à une revendication ancienne des élus des villes de moins de 200 000 habitants ou qui ne sont pas situés en zone tendue, pouvoir mettre en place un régime d'autorisation préalable de changement d'usage. Donc un pouvoir des maires pour qu'ils puissent dire bonjour, je suis propriétaire d'un petit logement sur le littoral, je souhaiterais le mettre en location. Ça c'est le propriétaire hein, qui vient à la mairie. Je souhaiterais le mettre en location secondaire sur Airbnb pour des contraintes liées au JO. Eh ben, le maire peut dire bonjour, je suis le maire de la commune. Non. Ça pourrait être pas mal. Voilà. Couplé au numéro d'enregistrement, cette autorisation, qu'elle soit ou non assortie de mesures de compensation, est cruciale pour pouvoir contrôler et limiter la transformation des logements en meublés de tourisme. Pourquoi des mesures de compensation? S'ils aiment tant que ça leur logement, ils ont qu'à soit le louer, soit le revendre. Ou alors le donner à quelqu'un. Oxfam veut aller plus loin et donner la possibilité aux communes d'interdire les locations de courte durée des résidences secondaires, comme le propose la branche française de l'ONG, dirigée par l'ex-ministre du Logement Cécile Duflot dans un rapport publié ce lundi, donc c'était hier, hein. Le tout premier consacré à cette question est intitulé « Logement, inégalité à tous les étages ». Étage, logement, vous l'avez, voilà. Dénonçant plus généralement la financiarisation du logement en France, rendue possible par le désengagement progressif de l'État et la multiplication des niches fiscales. Le rapport rappelle que 44% du patrimoine français est entre les mains des 10% des Français les plus riches. Une concentration qui nous fait revenir à la fin du 19e siècle. Donc effectivement, je pense que l'interdiction, la possibilité d'interdire les locations courte durée des résidences secondaires dans certaines communes, ça peut être totalement rentable. Et l'idée, c'est que ça coûte plus cher aux propriétaires que de garder une résidence secondaire qu'ils n'utilisent pas, que soit de la revendre, soit de la louer. Pour que les logements puissent être occupés. Ce qui est pas mal. Hein. Ce qui est pas encore limité à 2 le nombre de logements possédables par personne, mais... Donc, s'indignant qu'un logement loué 3 jours par mois soit plus rentable qu'un logement loué à l'année. Effectivement, hein, si vous avez des nuits Airbnb à 200 balles et puis qu'il y a une réduction d'impôt de 70% par rapport à une location, forcément ça vous rapporte plus d'argent. Parce que c'est pas régulé en fait. Avec les JO ça va être beau, ouais c'est ça. Mais l'effort de régulation se heurte au lobbying intensif d'Airbnb, comme le rappelle Oxfam, la firme américaine a dépensé plus d'1 million de dollars en lobbying en 2022. Bon c'est pas énorme non plus, hein, ça va, petit lobbying quoi. Un investissement multiplié par 5 en 10 ans, bon quand même. Au-delà des chiffres, il y a les hommes qui font des allers-retours entre le public et le privé. C'est le cas de David Miodownik, passé par le Sénat, puis le cabinet d'Elisabeth Borne, avant d'être débauché en janvier par Airbnb, pour revenir en septembre à l'Assemblée en tant qu'assistant du député Horizon François Jolivet, spécialisé dans le logement. Attendez, je jette mon stylo là. Là c'est mon stylo. Mais ça alors... Du pantouflage, je me pantouflise. Un lobbying qui devrait s'intensifier à l'approche des JO, synonyme de manne financière pour les loueurs comme pour la plateforme. Eh oui, les JO, tout ça, bien sûr. Je n'en reviens pas. Alors là, je tombe de ma chaise. I'm falling off my chair. Peut-être que c'est du hasard, voilà, peut-être que ça n'a rien à voir. Merci Madame Soso pour le soutien.
Je rappelle bien évidemment, vous pouvez aussi m'aider sur Patreon, faites des dons s'il vous plaît, ça m'aide. Je suis à 2 doigts de ne plus avoir à manger, c'est faux. Corruption. On n'aime pas la réussite, Attendez, vote, c'est quoi le vote? Est-ce que François Jolivet a voté contre, par exemple? On peut voir. Qu'est-ce qu'a adopté l'Assemblée nationale? Oui, c'est un symbole d'inclusivité et d'unité nationale, les JO. Ça, c'était au Sénat. L'Assemblée a une PPL. Ah, elle devrait être examinée ce mercredi 6 décembre, donc c'est demain. On n'aura pas le vote tout de suite. Et il y avait un article du... bon, ça c'est sur le même rapport. Mais il y avait une question, alors je vous mets juste l'article comme ça si vous souhaitez le lire. À Saint-Malo, Airbnb délogé en appel d'une habitation, ils ont réussi à Tej Airbnb. Que deviennent les histoires des articles parus? Donc, le magazine du Monde revient sur l'épineux sujet des locations saisonnières en Bretagne et sur le combat victorieux d'une Malouine pour reconquérir la tranquillité de son logis. Voilà. Dans un manifeste, pourquoi ne pas mettre en place un statut de résident en Bretagne, l'idée consistant à réserver l'acquisition des biens immobiliers dans les zones les plus recherchées à des personnes ayant déjà vécu 1 an au même endroit. Voilà. Donc elle s'inquiète du devenir de Saint-Malo, hein, où le phénomène Airbnb a pris une ampleur considérable avec des milliers d'annonces recensées. La coiffeuse au civil en a même fait les frais, la maison historique où elle réside est divisée en 3 appartements et a vu arriver en 2016 une location saisonnière de courte durée dans l'un d'eux. Valises à gogo et passages ininterrompus ont envahi ce logis fait de bois et de torchis. J'ai vu ce lieu si petit se transformer en un hall de gare et mon adresse devenir une destination touristique. Pointe-t-elle inlassablement. Alors qu'elle écrivait une lettre aux Malouins pour y avertir de la situation, elle cofondait plus tard le collectif de Saint-Malo, j'y vis, j'y reste. Voilà, et elle a entretenu également un combat judiciaire contre les propriétaires de l'appartement loué sur des plateformes contre Airbnb ou Booking au motif de troubles anormaux du voisinage, qualité de vie altérée. Voilà. Bon, évidemment pas de statut de résident, hein, c'est trop radical pour le gouvernement. Une augmentation annuelle de 9,4% du prix médian d'un appartement ancien à Saint-Malo. 4810 € le mètre carré. Ça, c'est des prix de centre-ville. Hein. Il était à titre de comparaison à 2650 € en 2015. Donc il y avait des réglementations qui ont été adoptées par le maire, des quotas de réglementation, etc., etc. Et le magazine du Monde a appris que finalement, la cour d'appel de Rennes a donné raison à Véronique Deschamps, lui accordant une indemnisation au titre de préjudice subi. La cour a également confirmé l'arrêt de l'activité de location de courte durée dans l'immeuble requise par le tribunal judiciaire. Il n'y a donc plus de va-et-vient. Donc c'est possible de faire annuler des Airbnb au tribunal. Bon à savoir. Bon à savoir. Voilà, bon c'était intéressant dans ce petit point Airbnb. Qu'en pensez-vous ?